Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que les micros et les caméras sont coupés systématiquement. J'ai l'impression, en tout cas dans les paramètres. Mais vous avez accès à la conversation pour échanger. Et donc, on va commencer dans quelques minutes. On va attendre que tout le monde se connecte parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur ce e-café. Nathan, tu sais plus combien il y avait d'inscrits? 147. 147 inscrits. Donc voilà, on va patienter peut-être 2-3 minutes pour que tout le monde puisse ait le temps de se connecter avant de démarrer. Bonjour à tous. Un grand merci à vous tous pour vous être connectés sur ce e-café spécial tiers-lieu et formation. Donc, on accueille aujourd'hui les communautés des lauréats des FINUM et des FINOV. C'est un e-café un peu inédit. Donc, c'est un format d'animation que nous avons mis en place au sein de la communauté des lauréats des FINUM sur un format d'un webinaire d'1 heure tous les mois. Et nous avons, avec France Tiers-Lieu, organisé ce e-café spécial pour pouvoir créer des synergies entre ces deux appels à projets. Et donc, nous allons aujourd'hui avoir une petite introduction qui va vous présenter aux uns et aux autres les programmes des FINUM et des FINOV. Et ensuite, nous aurons des interventions de deux lauréats, donc un lauréat des FINOV et un lauréat des FINUM, avec donc à chaque fois des sessions de questions-réponses. Et je pense qu'on peut passer la parole tout de suite à Nathalie de la DGFP.
pour commencer ce e-café. Merci Marie, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce e-café sur les tiers-lieux de formation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre juste un petit retour, non pas en image, mais un petit retour sur le contexte de cette rencontre. En 2021, en fait, le ministère du Travail, donc en sortie de crise sanitaire, a lancé un plan de transformation de la formation professionnelle. C'est un plan qui est financé par l'Union européenne dans le cadre de France Relance. L'objectif de ce plan était simple, il était vraiment d'accélérer la transformation de la formation au regard du contexte de la crise sanitaire et de franchir un cap dans la transformation à la fois de la pédagogie et des parcours de formation pour basculer vers un modèle plus hybride. Donc ce plan s'est concrétisé par 2 appels à projets. Le premier qui est l'appel à projet Definum, son petit nom c'est Dispositif Transformation Innovante Numérique. Ce programme est doté d'un budget de 100 millions d'euros. Il est copiloté par le ministère du Travail et le Secrétariat général pour l'investissement et il est opéré par la Caisse des dépôts. Donc cet appel à projet, il vise à soutenir des projets innovants de digitalisation et d'hybridation de la formation, émanant d'acteurs de terrain, donc regroupés soit sous forme de consortium, soit réunissant en fait des organismes de réseaux d'organismes de formation. La communauté des FINUM aujourd'hui, c'est 57 projets. Donc plus particulièrement 45 projets et 12 projets qui ont été réorientés vers l'AMI compétences et métiers d'avenir. Ils sont répartis donc autour de 10 filières, donc vraiment beaucoup de secteurs sont représentés, y compris des projets plutôt multisecteurs ou dédiés à des compétences dites transversales, soft skills. Et aujourd'hui, il réunit 364 structures qui sont partenaires au sein de ces consortiums ou groupements. Donc le deuxième appel à projet, Definov, mais je laisserai la parole à Nicolas Pottefer qui vous le présentera plus en amont. En tout cas, Definov, c'est un budget de 50 millions d'euros. C'est un appel à projet qui vise à soutenir et développer des tiers-lieux de formation pour apprendre autrement au plus près de chacun des territoires. La communauté Definov aujourd'hui, c'est 204 projets lauréats sur l'ensemble des territoires. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce e-café, il est double. Le premier, il est de créer des ponts entre ces 2 programmes et donc entre vous, lauréats de ces 2 appels à projets. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous et à votre demande, en tout cas, on sait que cette demande a émané plusieurs fois de la communauté des lauréats Definum. C'est l'occasion de mieux comprendre ce que c'est d'une part un tiers-lieu, mais surtout comment il peut être un levier clé dans une stratégie d'hybridation de la formation. Voilà, donc je ne serai pas plus longue. Nous espérons vraiment que ce e-café sera pour vous source d'inspiration et surtout d'alliances futures entre vous. Donc n'hésitez pas, si à l'issue de ce e-café, vous souhaitez entrer en contact les uns avec les autres, nous sommes bien sûr, et plus particulièrement la Caisse des dépôts, à votre disposition pour faire en sorte que ces alliances soient les plus fructueuses possibles. Je vous remercie, je vous souhaite un bon e-café et je passe la parole à Nicolas qui va vous parler de Definov. Oui, merci Nathalie. C'est vrai que je rejoins tout à fait ce que tu as dit. C'est une belle tribune pour pouvoir élargir encore un peu les collectifs qui ont pu être mis en place dans ces 2 appels à projets qui ont certaines cibles assez similaires. Et donc pour vous présenter très rapidement le programme Definov, je ne reviens pas sur le contexte politique qui a généré cet appel à projet. Juste, je vais étayer le contexte puisque c'est un appel à projet très particulier. C'est vrai que à la sortie du Covid a été souhaité justement de pouvoir s'appuyer sur cette politique publique des tiers-lieux pour pouvoir s'appuyer sur le développement exponentiel qu'on peut constater justement dans toute la France. Et je pense qu'on reviendra un peu sur les chiffres et tout cet esprit tiers-lieu, mais en tout cas, ça apparaissait être une richesse pour l'État aussi de pouvoir s'appuyer sur cette dynamique et également aussi pouvoir impulser une dynamique de transformation, évidemment, sur les logiques hybrides, sur les outils digitaux, mais aussi en pouvant s'appuyer sur les différentes nouvelles modalités pédagogiques et d'accompagnement des publics qui sont assez inhérentes aussi à ce type de lieu.
Donc sur l'appel à projet des FINOV, je reviens un peu sur la méthode car c'est assez intéressant de voir la manière dont ça a été créé, ce qui n'est pas forcément une méthode très traditionnelle pour des appels à projets nationaux. Et c'est vrai que Definov a été imaginé de manière très collective dès 2021, dès le printemps 2021, par l'organisation d'une vaste concertation entre acteurs qui avait vocation justement à mettre en avant un peu les grandes briques, la grande architecture clé voilà, de Definov. Et c'est aussi pendant cette concertation qu'a été vraiment mise en avant la nécessité de pouvoir s'appuyer sur les territoires, donc sur les collectivités, notamment les régions, en ce qu'elles disposent à la fois de la compétence de formation et à la fois de la compétence d'aménagement du territoire. C'était une des briques principales de l'appel à projet des FINOV que de faire porter justement, que de définir au niveau national un cadre national assez peu prescriptif et ensuite de les déployer dans l'ensemble des territoires de France. Donc, c'est vrai que cette concertation, elle a permis aussi de mettre en avant 3 grands objectifs de Definov et un ADN, on va dire. L'ADN principal, c'était justement de faire se rencontrer et de faire, enfin voilà, de stimuler des synergies entre les tiers-lieux et les acteurs de la formation. Voilà, avec 3 objectifs. Donc, ces synergies, elles avaient vocation justement à développer, d'une part, la diversification des lieux de formation, justement pour renforcer l'accessibilité des formations, pour diffuser la logique d'apprentissage par le faire ou en situation de travail. C'est un objectif qui s'inscrit particulièrement dans les différentes dynamiques politiques du ministère du Travail, avec cette volonté de s'inscrire en hyper-proximité dans les politiques publiques de formation pour mieux toucher les publics et pour surtout voilà, casser un certain nombre de freins à l'accès à la formation. Euh, le deuxième objectif qui était vraiment majeur, je pense, hein, dans l'ensemble du plan de transformation et pas que dans Definov, c'était aussi de faire émerger des solutions, des approches pardon, pédagogiques innovantes avec une logique d'impulsion, comme on le disait, en facilitant aussi l'intégration, l'apport des technologies numériques, des technologies immersives et des technologies, enfin, et des pédagogies innovantes, pardon. Et enfin, le troisième objectif, de la même manière, hein, c'était quelque chose de très fort dans l'ensemble du plan de transformation, c'était de faciliter la logique de mutualisation des ressources pédagogiques, notamment celles qui pouvaient peut-être être trop coûteuses à l'échelle d'un organisme de formation ou d'un tiers-lieu, et toujours dans le même, voilà, hein, dans la même réflexion, c'est-à-dire de pouvoir favoriser les synergies entre acteurs. Donc voilà un peu pour le cadre, pour le cœur d'ADN de Definov. Et puis, je vais céder la parole au groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux qui a accompagné la DGEFP dans le portage de cet appel à projet pour voir si ça a été une réussite ou non. Voilà, c'est un spoil que, que je laisserai, Merci. voilà, que je laisserai Yolène terminer. Merci Nicolas. Bonjour à tous et toutes, à toutes et tous. Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est une réussite ou pas. Enfin, on a des petits signaux, mais en tout cas, on est en charge effectivement de l'évaluation, en tout cas de l'accompagnement à l'évaluation aussi de cette politique publique. Pour dézoomer un peu, donc nous, effectivement, on est France Tiers-Lieux, groupement d'intérêt public. Groupement d'intérêt public parce qu'on réunit à la fois des ministères, l'ANCT et l'Association nationale des tiers-lieux pour mener, pour accompagner le déploiement des politiques publiques à destination des tiers-lieux. Donc dans les ministères, on a le ministère du Travail qui est là depuis l'origine pour déployer effectivement des politiques publiques à destination des tiers-lieux, voire s'appuyer sur les tiers-lieux aussi pour répondre à certains enjeux politiques autour de l'emploi, comme l'insertion, la remobilisation des jeunes notamment, qui sont des sujets qui sont adressés par les tiers-lieux. Je suis accompagnée de Mathilde Becquet qui est à mes côtés et il y a Cécilia Quéchetley dans la visio qui sont en charge de l'animation justement des lauréats, des communautés des lauréats des FINOV, mais pas que, parce que pour aussi dézoomer un peu, il y a 3 politiques publiques un peu phares autour des tiers-lieux. Donc, il y a des FINOV portés par le ministère du Travail avec 204 projets lauréats qui recouvrent beaucoup plus d'entités, puisqu'en fait, c'est des consortiums. Des FINOV, c'est
des projets qui sont coportés par des tiers-lieux et des organismes de formation. Donc, vous avez le chiffre en dessous. Si on cumule un peu tout le monde, on a voilà, 208 tiers-lieux et 353 organismes de formation. Donc, ça fait du monde, en tout cas, réuni autour de ces projets. On a aussi une politique publique qui s'appelle Fabrique de territoire, qui a soutenu près de 400 tiers-lieux pour leur rôle ressources dans les territoires et qui couvre des thématiques très larges pour le coup, avec une dimension de cohésion, surtout territoriale, parce qu'on est avant tout en ruralité et dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et il y a un troisième programme qui s'appelle Manufacture de proximité. Je vous en parle parce que ça permet aussi de montrer le panorama de la capacité des tiers-lieux à faire dans les territoires. Donc, manufacture de proximité, c'est sur de la relocalisation de la production. C'est des tiers-lieux de production qui animent une communauté de professionnels autour d'espaces de travail partagés et d'ateliers partagés. Et tout ça, évidemment, parfois s'entremêle. Donc, on a des projets lauréats qui sont aussi des manufactures ou des fabriques de territoire. Et c'est ce qui explique aussi la diversité des approches et des projets qu'on peut observer dans le cadre de cette communauté d'Effinov. Donc, Mathilde et Cécilia ne font pas que d'Effinov, elles croisent justement manufacture, fabrique d'Effinov pour aussi faire des ponts entre les différents programmes. Donc, si on regarde d'Effinov, donc comme je disais, c'est des consortiums. Ces consortiums, on a à peu près 4 à 5 porteurs qui les constituent. Donc, c'est pour dire que c'est des projets qui sont assez pluriels et qui font la démonstration de ces coopérations qu'on essaie de pousser dans ces projets-là. En tout cas qui sont pour certains aussi naturels, comme le rappelait Nicolas, consortium entre tiers-lieux et organismes de formation pour encourager une innovation pédagogique et aux nouvelles approches en termes de parcours pédagogique. Et on a cette grande diversité parce que, en fait, on n'a pas prédéfini en amont ni les filières, ni les publics, ni voilà, les orientations des formations. Elles sont vraiment co-construites en fonction des besoins des territoires. Et là, ça rencontre aussi ce qu'est un tiers-lieu. C'est un lieu qui est profondément ancré dans un territoire et qui va répondre aux besoins d'un territoire. Et donc, ça veut dire qu'elles sont très larges sur beaucoup de filières. Si on regarde un peu, alors vous ne les avez pas, mais on vous les enverra dans une version un peu augmentée des chiffres qu'on a sur les filières professionnelles. On touche autant, alors on a une forte dominance sur la dimension numérique parce que c'était aussi une des orientations du cadre du plan de transformation de la formation, mais on a énormément de filières autour de l'artisanat, du travail du bois, on a aussi autour de la filière agricole. On a des projets sur le textile, on a des projets sur la transition écologique aussi fortement représentés. Et on a aussi quelques projets autour de la santé. Je le dis là parce que c'est intéressant par rapport à la communauté d'Effinum, où on voit en fait qu'on est assez en miroir finalement des filières aussi qu'on peut observer côté d'Effinum. Sur les publics, on est aussi sur une grande diversité de publics. On adresse à la fois des publics jeunes, avec des enjeux de remobilisation, d'insertion, mais aussi des publics plus âgés en reconversion professionnelle. Voilà, donc on n'a pas de coloration particulière. Et sur les typologies de formation, on est pour une moitié de projets sur des formations qui sont très qualifiantes. Donc, je pense aussi que c'est quelque chose d'assez intéressant pour nos deux communautés, parce que ça veut dire que ces projets-là vont être sur des enjeux de remobilisation, d'accompagnement aux soft skills, de découverte des métiers. Et c'est là où on voit cette porosité avec un peu les espaces du fer et les manufactures. Où on voit que dans ces ateliers partagés, on est beaucoup sur cet enjeu de découverte des métiers par l'apprentissage, par le faire, quoi. On a des plateaux techniques qui permettent voilà, d'aller se tester en fait sur certains métiers. Et on a 33% des formations qui sont certifiantes et diplômantes. Donc, c'est pour vous dire aussi que ça fait le grand écart entre de la préqualification et voire des formations plus qualifiantes. Dernier chiffre, c'est sur le nombre d'apprenants que ça touche. On est sur une moyenne de 130 apprenants par projet. Et donc, voilà, si on lit sur les 3 ans, en tout cas, c'est des premiers chiffres qu'on a sur les premières évaluations, on estime qu'on pourrait atteindre à peu près 80 000
apprenants formés à travers les projets d'Efinov. Voilà, évidemment, on peut rentrer plus en détail dans un deuxième temps. Et si on dézoome encore, c'était pour vous donner aussi un peu une image de la communauté des tiers-lieux en France, là des communautés qui sont accompagnées et soutenues par les programmes de l'État. Donc, nous, côté France Tiers-Lieux, on met un recensement tous les 2 ans. Ce dernier date de 2023, donc les chiffres ont aussi encore un peu évolué. On était à 3500 tiers-lieux estimés en 2023. On est près des 4000 aujourd'hui sur la cartographie, qui est une cartographie dynamique. Donc, c'est un mouvement qui est effectivement en croissance, qui territorialement en dehors des grandes métropoles. Alors forcément parce qu'il y a eu un appui aussi de la politique publique pour aller soutenir des lieux qui sont dans des territoires plutôt prioritaires, isolés. Donc on a un tiers des projets qui sont en milieu rural. On en a 28% qui sont en ville moyenne. Donc on est voilà, sur des endroits où on assure parfois aussi une continuité de services publics. Et sur le sujet de la formation, ça permet, et c'était un des volets du programme d'Efinov, d'aller aussi déployer la formation dans des territoires où l'accès est moins facile, évident. Et donc, ça permet aussi aux organismes de formation d'aller proposer une offre de formation dans des territoires plus isolés. Voilà pour le maillage géographique. Sur la typologie, en fait, on ne définit pas les tiers-lieux par leurs activités parce qu'en fait, il y a des activités qui sont très hybrides au sein des tiers-lieux, comme vous le savez. On a quand même quelques chiffres qui permettent de donner des grandes orientations sur ce qu'on y trouve. On a une majorité de lieux qui proposent des espaces de travail partagés, puisque le coworking est aussi une façon aussi de développer des recettes en propre pour les lieux. Et puis, ça permet d'assurer, encore une fois, dans les territoires aussi, des lieux de travail en dehors des grands centres urbains. On a ensuite les espaces du faire, comme je disais tout à l'heure, les tiers-lieux de production qui regroupent à la fois les Fab Labs, les ateliers partagés. On a presque 40% des lieux qui permettent de produire, que ce soit de la production qui est très do it yourself, on va dire de particulier, jusqu'à de la production qui va toucher des milieux professionnels. On a 30% des lieux qui sont des tiers-lieux culturels. Et puis après, on a 2 autres catégories qui sont en plein développement. Les tiers-lieux, ce qu'on appelle nourriciers. On en a 10% dans l'ancien recensement. Si on le refaisait aujourd'hui, je pense qu'on en aurait plus, qui sont sur des enjeux agricoles et alimentaires, qui sont aussi intéressants par rapport aux filières d'Efinum. Et on a aussi l'émergence des tiers-lieux autour des enjeux de santé. Voilà, ce programme, la d'Efinov, est né parce qu'en fait, il y a 3 ans maintenant, 4 ans même presque, je ne sais plus, l'année de la concertation, on avait déjà observé qu'on avait une 60aine de % de tiers-lieux qui étaient mobilisés sur des enjeux de formation, qu'elles soient formelles ou informelles. Et donc voilà, on s'était dit, il y a vraiment un sujet, c'est vraiment des lieux de l'apprentissage, des lieux du faire, et d'où voilà, l'orientation de ce programme d'Efinov. Et le déploiement des appels à projets, en tout cas, est venu confirmer aussi ces chiffres-là, puisque, comme vous le voyez, on a effectivement 200 projets labellisés, et puis on est en train d'évaluer justement l'impact de ces projets-là. C'est que la première année vraiment de complet déploiement. Et donc, on va suivre ces déploiements sur les 3 ans à venir. Je n'ai pas fait de focus sur l'inscription territoriale des projets d'Efinov. Vous avez la carte précédemment. On a plus ou moins de projets selon les régions parce que, comme le disait Nicolas, c'est des appels à projets qui ont été régionalisés. Donc, ils ont répondu aussi à des enjeux politiques régionaux différents. Donc, on a aussi une certaine variété selon les enjeux politiques des régions. Mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux porteurs de projets qui vont permettre de rentrer plus en détail sur qu'est-ce qu'un projet d'Efinov et comment un projet d'Efinov aussi peut faire le lien avec Definum, puisqu'on a essayé d'orienter évidemment le choix des projets en fonction des 2 communautés. Alors oui, maintenant je vais donner la parole à Marie Massiani
pour nous présenter les campus CEDI. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. Alors oui, effectivement, notre projet, vous allez le voir, la présentation a un angle sur la coopération territoriale, puisque le projet est relativement vaste et on va vous le présenter. Donc, avant de rentrer sur les campus CEDI, peut-être juste un mot. Il naît de l'initiative du réseau CEDI Drôme qui rassemble depuis 10 ans les tiers-lieux de la Drôme et qui, grâce à un soutien de la Fabrique de territoire, a pu créer un organisme de formation mutualisé par et pour les tiers-lieux qui s'appelle CEDI Formation. Et donc effectivement, au moment de la parution de Definov, nous sommes intéressés et nous sommes actifs sur le sujet de la formation professionnelle depuis déjà plusieurs années. Et assez naturellement, ça nous a permis d'aller plus loin sur notre objectif principal qui est le fait que ce n'est pas parce qu'on vit en milieu rural qu'on n'a pas le droit de se former près de chez toi avec des parcours de qualité. Et donc, notre campus CEDI, c'est un projet pour faire un réseau de campus ruraux qui rassemblent les écoles, les organismes de formation, les collectivités territoriales, l'ensemble en fait des acteurs de la formation professionnelle. Alors si vous voulez, on peut se faire ça aussi. Et donc sur vous avez une représentation du département de la Drôme. Nous avons décidé, comme c'était indiqué sur la slide précédente, de porter 4 thématiques spécifiques. La première concerne les métiers du vivant, la seconde concerne tout ce qui a trait à l'économie circulaire, la troisième sur le soin et santé et la quatrième sur le numérique. Pourquoi, sous quel angle on a construit le projet? C'est celui de se dire que on veut 2 choses. À la fois permettre à la formation qui est assez rare en milieu rural de pouvoir être plus étoffée et mieux répondre aux besoins actuels du territoire, mais être aussi l'occasion de favoriser l'émergence en fait de l'accompagnement aux compétences des métiers de demain. La Drôme est un territoire qui est relativement innovant et assez marqué sur ce souhait de tester, d'expérimenter les transitions. Donc, le réseau des tiers-lieux s'est organisé de manière à avoir sur ces 4 thématiques, 4 référents qui sont des référents thématiques et on va dire de coordinateurs de bassins de vie. Évidemment, le but n'est pas de reproduire un fonctionnement en silo, mais bien au contraire, de bénéficier des avancées de chacun des acteurs. Il faut se dire que chaque campus et chaque référent de campus, en fait, anime une communauté géographique et thématique. Voilà, c'est peut-être ce qu'on pouvait dire sur cette slide-là. Et donc, pour répondre à la question sur en quoi les campus CEDI Drôme sont des leviers de coopération territoriale, nous, on a commencé déjà assez naturellement à créer des partenariats. Donc, il faut savoir qu'on a fait ce travail de démarchage de l'ensemble des organismes de formation sur notre territoire qui avaient de l'intérêt pour les 4 thématiques identifiées. Ces démarchages-là, évidemment, en fait, il avait pour vocation principale, en fait, de proposer de rejoindre un mouvement territorial. Et c'est en cela que peut-être notre projet de Definov a surtout ceci comme première intention. Pour nous, Definov, c'est vraiment un moyen de mettre le pied dans la porte dans ce secteur de la formation professionnelle et de permettre aux tiers-lieux d'y jouer une part. Et aujourd'hui, cette part, c'est que, j'en prends que 2 résultats, hein. Aujourd'hui, on a réussi à constituer un copil local pour chacun des campus.
Donc, si je vais m'éclipser tout à l'heure, c'est parce qu'actuellement, dans la pièce d'à côté, il y a une dizaine d'organismes de formation qui vont participer à un atelier dirigeant dont je vais parler après. Et de manière assez naturelle, ce rapprochement a permis d'inclure en fait des modules tiers-lieux au sein de parcours de formation historiques. Ici, sur en Drôme provençal, on a donc la thématique des métiers du vivant qui est très ancienne, qui est très inscrite avec des organismes tels que le CFPPA de Nyons, qui est historiquement connu sur l'herboristerie, les plantes aromatiques. Et bien dans le cadre de cet organisme qui est très ancré, dans le parcours principal a été inclus en fait des modules tiers-lieux, tout simplement parce que dans les échanges avec cette structure, il est apparu qu'il y avait des manques et des souhaits de rapprochement. Et d'un autre côté, le donnant-donnant, c'est que pour les tiers-lieux, ça permettait aussi de légitimer certaines pratiques expérimentales en matière agricole. Et donc voilà, c'était un des exemples que je souhaitais vous montrer concernant les partenariats. Pour les ateliers dirigeants, je pense que pour les lauréats des FINUM, ça leur parlera beaucoup. On s'est dit que, en fait, pour que les OF aient un intérêt à se rapprocher et à vouloir faire partie de ce mouvement territorial, on allait leur donner quelque chose. Et la promesse, c'était de dire, en fait, on va vous proposer des séances de formation gratuites sur tous les sujets qui vous intéressent en tant que dirigeant d'organisme de formation. Et donc, on a des sujets sur comment constituer des nouveaux parcours, le marketing de la formation, la communication digitale, puisqu'on est sur parfois des tout petits organismes de formation en milieu rural qui n'ont pas forcément cette expertise et cette compétence. Oui, voilà, vous avez quelques exemples là. Et donc, ces sessions, en fait, elles ont pour but de se faire une culture commune et surtout, d'admettre le besoin de coopération. Et je veux bien, si c'est possible, de revenir sur la slide précédente. Merci beaucoup. Et donc, ces ateliers permettent d'admettre ce besoin de coopération et au-delà des mots, en fait, d'apprendre à faire ensemble. Et typiquement, ces ateliers sont des ateliers où avec nous, les OF viennent réfléchir à leurs besoins, mais en fait, les solutions, en fait, ce sont des solutions qui sont mutualisées, qui sont des solutions de coopération. Et la coopération, c'est pas quelque chose d'évident, on n'apprend pas ça à l'école. Et en fait, ces ateliers sont des leviers pour nous pour transmettre en fait ces compétences de coopération. Donc je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on a une participation qui est récurrente à ces ateliers dirigeants. Il y a un souhait exprimé de créer un salon qui serait co-organisé avec l'ensemble de ces acteurs. Et il faut se dire que sur un tout petit territoire, c'est quelque chose d'énorme en fait, de se dire que des gens qui ne se parlaient pas du tout, non pas parce que, il y avait, un mauvais historique, mais simplement des habitudes qui étaient très, très ancrées et pas forcément l'idée que, si, moi je suis un OF sur les langues et que toi aussi tu, vends des activités de formation en langue, on est concurrents. Mais non, en fait, là, on est sur un territoire qui est trop petit pour se permettre, une concurrence, frontale. Et donc, voilà, ce DEFINOV est plutôt un outil pour nous de coopération locale. Donc voilà, sur la collectivité, parce que ça me paraissait vraiment, vraiment, vraiment important. Au départ, on part sur des lettres de soutien, de nos collectivités. Si je parle de celle des baronnies en Drôme provençal, ça a été déterminant parce qu'ils nous ont facilité avec de la mise à disposition de locaux, ouverture de cabinets d'adresse, et cetera. Communication effectivement sur ces ateliers dirigeants et sur toutes les autres activités dont je ne vous ai pas parlé puisqu'il s'agissait d'un focus. Mais déjà en termes de résultats, eh bien, et on en est extrêmement heureux, extrêmement fiers et on a vraiment envie, de les soutenir. Mais on a l'intégration,
des axes définis pour notre campus en Drôme provençal qui intègrent en fait le plan climat-énergie-territoire de la communauté de communes des Baronnies provençales. Ça veut dire que pendant 6 ans, en fait, ces axes-là sont présents et sont portés par cette collectivité. Donc voilà, c'était ce qu'en peu de mots et en peu de temps on pouvait dire et à votre disposition si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Marie. On a un temps de questions-réponses. Alors peut-être, oui. Main levée, si vous pouvez normalement activer votre micro. Bonjour, vous nous entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, on présente le tiers-lieu Les Gouttes d'eau du Val d'Argent à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Donc, un tiers-lieu qui a été inauguré en juin 2024 et on est la lauréat des FINOV. Moi, j'ai une question plus sur le modèle économique et les ressources là, du projet CEDI qui vient nous être présenté notamment. Les ressources notamment humaines et quel est le modèle économique notamment pour proposer des formations gratuites à destination des dirigeants des organismes de formation. Voilà, je ne sais pas si... Oui. Alors, pour les ressources humaines, donc je ne me suis pas présentée, pardon. Moi, je suis coordinatrice du réseau CEDI Drôme. Donc moi, une partie de mon temps est dédiée à l'animation du réseau et des projets mutualisés qui sont portés par les tiers-lieux drômois. En fait, il y a vraiment une grande autonomie qui est laissée aux coordinateurs. Vous avez vu les 4 référents. En fait, les 4 tiers-lieux s'organisent et là, on n'a pas du tout eu le temps de parler des 3 autres thématiques, mais ils composent l'équipe projet qui convient. Et effectivement, sur les baronnies en Drôme provençal, le portage est réalisé par Asoft, j'aurais dû le dire, pardon. Et Asoft a mobilisé une grosse partie de son équipe sur ce projet-là. Ensuite, sur les formations gratuites, alors déjà, elles ne rentrent pas dans le cadre d'actions de formation. Déjà parce que, il me semble que DEFINOV ne permet pas, ça. Et parce qu'il s'agit en fait, pour nous, on le voit plus, donc c'est présenté comme une formation. Pour nous, en fait, ce sont des réunions de concertation et de coopération. Il y a une deuxième main levée, je crois. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation, c'est très éclairant. Donc, moi, je représente le réseau Compétences et Développement, qui est un organisme de formation qui fédère 14 marques écoles sur le territoire national. Je suis basé à Lyon. Nous, on est lauréat DEFINUM requalifié en AMI CMA. On déploie des modules de formation digitalisés, notamment pour adresser des publics que l'on qualifie d'éloignés de la formation et ou de l'emploi. Donc, en gros, notamment les publics qui sont dans les territoires ruraux. Je voulais savoir si vous étiez toujours en recherche de partenariats organismes de formation, parce que nous, notre souhait, c'est de trouver aussi comment dire, des extensions de notre territoire dans ces territoires-là, justement. Alors, pour répondre à votre question, oui, tout à fait. On a cette grande chance, c'est que le travail d'Asoft est vraiment de qualité. Il y a aussi un cabinet de conseil qui s'appelle Primatera, qui est très actif. Et vraiment, il y a un souhait de rassembler large et d'inclure l'ensemble des acteurs. J'ai pas parlé des partenaires, ils sont nombreux et ils le sont de plus en plus. À titre d'exemple, la MFR des Baronnies nous a rejoints la semaine dernière. Ici,
la matinée de l'atelier dirigeant est au campus connecté de Valréas. Le parc naturel des Baronnies nous accueillera les prochaines fois. En fait, notre grande chance, c'est qu'au début, c'est très dur à emmener la coopération locale, mais on a eu la chance d'avoir le soutien de la collectivité. Et en fait, grâce aux premiers ateliers, en fait, on a réussi, on espère, à avoir, l'effet seuil où, les dirigeants des quelques OF qui, au début, sont venus sur la pointe des pieds, peut-être plus par politesse auprès de la collectivité, se sont dit: «Non, mais en fait, finalement, il y a de l'intérêt. Je suis reparti avec quelque chose qui m'est utile». Et donc c'est comme ça qu'on a engagé, je pense, l'effet boule de neige. En tout cas, je l'espère. OK, merci beaucoup. Bah, je me permettrai de reprendre contact avec vous, dehors, Vous pouvez si vous contacter, me le tout permettez. à fait. Merci. Oui, donc on a une autre question de monsieur Marc Picardi. Ah, c'est pas nous ça. Je représente le projet FATA qui se déploie pour les formateurs de l'enseignement privé sur toute la France. On a 14 tiers-lieux et on est amené à... Alors, je salue d'autant plus la présentation que je suis originaire de ce beau pays de provençal. Et donc, qu'on le mette un peu en avant, je trouve que c'est vraiment très bien. Bravo en tout cas. Et pour la question, nous, chemin faisant, sur les rencontres qu'ont pu des animateurs de tiers-lieux, donc les 14, plus des groupes autour qui commencent à se constituer, on a été amené donc à créer ce groupe, hein, et ce groupe aujourd'hui travaille en synergie. Donc on est exactement à la même, on va dire au même moment que vous, c'est-à-dire on commence à avoir la dynamique. Et alors se pose la question très concrète de la propriété des éléments qui sont produits, et donc de la mutualisation. Et en fait, parce que ces expertises qui s'ajoutent amènent forcément des livrables, des productions. Et à un moment donné, l'utilisation même de ces livrables, ces productions, qui est une bonne chose, comment on fait? Voilà, comment vous avez géré ça et comment ce partage de valeur, voilà, ou cette utilisation, comment vous Mmh. faites? Voilà. Alors effectivement, pour vous répondre complètement précisément, je pense qu'il faudrait, je pourrais vous partager le contact de Primaterra qui est, un cabinet qui travaille avec nous. Le principe, c'est si on vient dans ces ateliers-là, on partage. Donc, ce qui est produit en commun est partagé entre l'ensemble des participants. Heu, on peut toujours, mettre, voilà, la méthodologie de ces ateliers, et la propriété d'eux, bon, bah, en fait, c'est pas l'idée. En fait, on a besoin que l'ensemble des acteurs montent en compétences, donc il faut qu'on leur donne. Après, effectivement, le but du jeu, c'est que c'est, donner pour recevoir et inversement, quoi. Oui, et sur l'utilisation après des capsules, parce que du coup, j'imagine qu'il y a du mixte, et sur les capsules, est-ce qu'il y a une charte d'utilisation, comment vous avez, est-ce que vous avez monté quelque chose qui Mmh. encadre? Alors, pardonnez-moi, je voulais en fait, vous parlez spécifiquement des formations, c'est ça? Alors là, vous avez fait une formation de dirigeant. J'imagine qu'elle a été achetée à une structure. Bon, du coup, là, il y a un animateur. Mais quand il va y avoir des productions, entre eux, lorsqu'ils montent en compétence, les acteurs, fatalement, et c'est très bien d'ailleurs, se Oui, retrouvent et vont créer des choses ensemble dans le cadre de votre projet. Ces oui. éléments-là, comment on le gère après? Voilà. Est-ce qu'il y a un LMS commun, déjà le stockage, et puis après l'utilisation éventuelle, le déploiement? Alors, en fait, on va travailler, en partenariat avec un autre Definov qui est un Definov dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Alexandria. Voilà. À titre, d'information, je vous ai mis, je suis pas complètement sûre que ce soit la dernière newsletter, mais il y a une newsletter spécifique
au campus sur les métiers du vivant de Drôme provençal. Et je l'ai choisie parce qu'elle permet d'avoir une bonne idée sur de la méthode employée, de la façon dont on s'adresse aux autres acteurs. Donc je vous l'ai mis dans le chat, je vous la laisse découvrir. Merci. Également de Monsieur Stéphane Thiénot. Je vois que vous avez deux, donc je vous laisse prendre la parole. Bonjour, merci de la présentation puis de prendre notre question. Alors nous, on est un Définov au sein d'un tiers-lieu du côté de Beauvais dans les Hauts-de-France et voilà, qui a la particularité d'être intégré dans un pôle territorial de coopération économique. Et donc c'est vrai que mettre en commun les gens pour développer des nouvelles activités, vraiment plutôt réemploi ou tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et donc nous, actuellement, sur le Définov, on a fait beaucoup de rencontres, ce qu'on appelle bilatérales. On a été rencontrer tel organisme de formation, on a été rencontrer tel acteur, tout ça. Et donc là, effectivement, on est dans une phase où il va falloir trouver une sorte d'animation collective, en fait. Je veux dire, c'est comme si on avait commencé à avoir un peu toutes ces pièces du puzzle. Il y a des schémas qui commencent à se dessiner sur des thématiques, hein, sur l'entretien du bâtiment, un peu le photovoltaïque, les métiers de la réparation. Nous, on est un petit peu dans tous ces domaines-là. Et c'est vraiment... Mais du coup, j'ai pas encore lu le document. Effectivement, ça m'intéresse, mais c'est comment on formule la thématique pour créer de la coopération et donner envie aux gens de se rassembler autour du thème. C'est ça qui m'a... parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose de pas évident et je voyais qu'il y avait, par exemple, tu disais alimentation, économie circulaire, mais je me dis comment... je pense que c'est pas ça la phrase qui était dans l'invitation. Je pense qu'il y avait une phrase un peu plus poussée, un peu plus... Enfin, voilà. Du coup, moi, mais ces questions, elles ont déjà eu un petit peu posées, mais moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin sur comment on crée du commun et on les donne envie de se rassembler. Voilà, c'était plutôt là-dessus. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'un côté l'ensemble des acteurs du territoire. Et effectivement, eux, ce qui les intéresse, c'est les thématiques et comment on les fait avancer. Et après, il y a comment tu fais pour que les acteurs de la formation professionnelle, qui t'ont pas du tout identifié, parce que c'est bien normal, l'univers des tiers-lieux n'était peut-être pas forcément quelque chose qui faisait partie du paysage. Et qu'en plus, ces acteurs-là sont des personnes crédibles et même potentiellement des partenaires de solutions. Et en fait, notre idée à nous sur ce campus-là, alors on a eu une autre démarche complètement à l'inverse sur un autre campus, mais pour le campus des Baronnies, on s'est dit en fait il faut le pot de miel. Et le pot de miel, c'est répondre à leurs besoins à eux, sachant que, je vous ai dit, ça fait plusieurs années qu'on travaille le sujet de la formation professionnelle en milieu rural et donc en fait, le diagnostic des besoins on l'avait déjà, bien identifié. Il y a, ce dont les gens ont besoin sur le territoire et c'est pas la même chose que ce dont ont besoin les organismes de formation en territoire, rural. Nous, typiquement, on a, à la fois des grands acteurs, nationaux connus, on a des écoles de design, qui sont, à Paris, on a, le CNAM, on a voilà des gros porteurs, des gros acteurs de la formation professionnelle en France. Mais ceux sur lesquels on a le plus de besoins de coopération, c'est tous les tout petits organismes de formation. C'est des structures qui comptent des fois, 2 salariés, qui sont là depuis, 20-30 ans. En général, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles ont survécu tout ce temps, non pas parce que c'était des généralistes, mais parce que c'était des experts d'un point très, très précis et en fait, ils ont survécu là-dessus. Heu, là, je pense que que c'est quelque chose que tous ceux qui sont en milieu rural, voient bien. L'équilibre économique de la formation professionnelle en milieu rural, ouais, il faut s'accrocher quand même. Si les gros acteurs viennent pas chez nous, c'est parce qu'en fait, avoir une cohorte de gens en présence, c'est extrêmement compliqué. Ils viennent faire des formations à Valence, s'ils sont audacieux à Montélimar et c'est à peu près tout. Et sachant que Valence, c'est 60 000 habitants et que tout le reste, Cré dans la Drôme, c'est 9 000 habitants et c'est une des plus grosses villes de la Drôme. Donc l'effet de seuil, il est super dur à atteindre. D'où le fait de se dire: «En fait, on fonctionne en réseau». Merci beaucoup.
Par souci de temps, on va prendre une dernière question de Monsieur Leandro et après on passera la parole aux prochains intervenants. Oui, bonjour. En tout cas, merci pour cette présentation. C'est vrai que ici, je représente le tiers-lieu Manufacture de la Roya et aussi un tiers-lieu en émergence sur le territoire de la Roya. Et c'est très inspirant pour nous parce que c'est comme si j'entendais en Drôme un élan qui est commun à celui de la Roya, mais qui est plus avancé, plus structuré. Et donc, ce serait vraiment intéressant de faire un moment, un échange de projets, de méthodologies. J'avais une question, mais qui vient d'être répondue, c'est-à-dire sur quel était l'état des lieux en début de projet, dans le sens que ici, dans la Roya, on a un peu cette vision similaire de coordonner un peu un élan commun de différents acteurs. Mais comme on n'avait pas d'état des lieux, de diagnostic de départ, ben en fait, nous, sur le projet Définant Roya, ça nous a pris énormément de temps de créer un premier vraiment diagnostic des besoins et de le partager avec les autres acteurs. Et donc, je viens d'entendre que de votre côté, ça existait déjà. Donc, j'aurais une deuxième question. C'est plutôt au niveau des publics, c'est-à-dire que si les acteurs de la formation se structurent un peu sur un modèle, entre guillemets, de biorégion, où en fait on a vraiment un petit peu un éloge aussi du modèle rural. Au niveau des apprenants, comment est-ce que vous envisagez la chose? Est-ce que ce sera plutôt des locaux? Est-ce que ce sera plutôt proposé à des apprenants, disons, extérieurs au territoire? Voilà. En fait, ça va dépendre du parcours de formation et de l'OF avec lequel on travaille. Typiquement, le CFPPA de Nyons, c'est une telle référence qu'il recrute partout en France et même parfois en Europe. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans la Roya, mais nous, on a souvent des Belges ou des Néerlandais qui viennent pour se former aux pratiques agricoles. Est-ce que c'était ça la question? Oui, c'était là la deuxième question, c'était vraiment par rapport au public. Donc, vous n'envisagez pas que la participation en public local, mais aussi essayer de capter des nouveaux, quelque part, des nouveaux habitants, des nouveaux apprenants. Oui, en fait, je vais répondre en deux temps. La première chose, en matière de méthodo, il a d'abord été constitué un COPIL. Et ce COPIL, c'était autour des collectivités de France Travail, des entreprises du territoire et ensuite des organismes de formation. L'idée, c'était vraiment de savoir de quoi les gens ont besoin, parce qu'effectivement, les OF, c'est tout complètement normal, hein, ils ont leurs enjeux commerciaux et au moment d'établir les choses, ça nous paraissait bien d'avoir quels sont les besoins des acteurs autres qu'eux et ensuite de les faire intervenir et de mieux comprendre ce dont eux ont besoin. Ensuite, j'imagine que c'est peut-être la même chose chez vous, mais chez nous, les entreprises peinent énormément à recruter et ça, dans quasiment tous les secteurs d'activité. On a la même chose que chez vous sur, un territoire qui est soumis à une saisonnalité forte en lien avec le tourisme et comment on peut sortir de ça. Et donc, il y a à la fois faire émerger les nouveaux métiers, mais il y a aussi, dépoussiérer un peu les anciens. Sachant qu'on l'a bien dit à l'ensemble des acteurs, il y a des effets, il y a des éléments structurants qui font que certains métiers ne sont pas attractifs, quelle que soit, la communication ou le mode de formation qui y mène. Donc en fait, voilà, hem, en fait, on a voulu embrasser large et sur ce campus-là en spécifique, on s'est rendu compte que le meilleur levier, c'était d'avoir ce temps de coopération et d'acculturation réciproque, de créer du commun le plus possible, de créer, ce temps de concertation territoriale avec les organismes de formation. Et en fait, on se dit qu'après, ce sera beaucoup plus facile de créer, des choses complètement, nouvelles, complètement radicales, parce qu'en fait, au début, le territoire, il était pas assez structuré pour accueillir ça. Merci beaucoup.
On va avancer. Merci à Je vais vous. donner la parole à Antoine et Raphaël. Je vous ferai parvenir en fait un mail avec les différents contacts des intervenants. Comme ça, si vous avez des questions ou des points à approfondir, n'hésitez pas à les contacter directement. C'est vrai que c'est dans l'enjeu de ce e-café. Donc voilà, je vous laisse la parole pour le projet Raphaël. Oui, bonjour, donc Raphaël Roy, moi je représente Mekissi, qui est à la base un réseau d'ateliers partagés, de manufactures partagées, qui accueille des artisans tout corps de métier confondus, et qui accueille aussi des Fab Labs. Il y a plusieurs sites en France. Et Mekissi est donc porteur d'un projet et lauréat des FINUM, et porteur de plusieurs projets. Bon, je veux bien qu'on passe la slide suivante. Donc il y a plusieurs axes, je ne vais pas vous tous les détailler, mais donc Mekissi est donc plusieurs d'entre eux, pas tous, mais donc co-porte un projet autour de la production d'outils numériques pour répondre à des enjeux d'orientation pour les métiers d'art et l'artisanat, de formation, d'accompagnement à la création d'entreprises, de formation à l'économie circulaire, et ce qui nous amène aujourd'hui de ressources pédagogiques pour les espaces du faire. Donc, on travaille sur ce projet en partenariat avec le Rose Lab, qui est un Fab Lab qui est situé à Toulouse, qui est représenté par Antoine, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, l'objectif général du projet, c'était d'accompagner donc les professionnels du fer à plusieurs étapes de leur carrière dans la transition sociale et environnementale, en développement des outils numériques et en utilisant surtout l'open source. C'était vraiment au cœur de notre projet. On peut. Ouais. Donc cet axe-là, qui est l'axe 3 de notre projet des FINUM, Mekissi propose des formations à la fabrication numérique, notamment, enfin essentiellement à la conception et à l'impression 3D, mais aussi à l'usinage, l'usinage CNC et à la découpe laser depuis plusieurs années. Ce sont des formations certifiantes. Et on avait identifié une problématique, c'est qu'on accueillait souvent des personnes, que ce soit, alors, Mekissi n'est pas un Fab Lab, donc n'accueille pas des personnes qui peuvent rentrer si facilement dans ces locaux, mais dans le cadre de ces formations, on accueillait souvent des apprenants qui découvraient pour la première fois les logiciels, découvraient pour la première fois les machines. Et dans le cadre de formations qui sont assez coûteuses pour le stagiaire, et donc pour nous aussi, puisque ça mobilise un formateur, une salle, on avait une problématique, c'est que ces personnes arrivaient sans aucun bagage technique préalable, et on se disait qu'il y avait quelque chose à faire pour proposer des outils pédagogiques afin de proposer déjà un bagage technique de base à ces personnes. On a tout de suite pensé à Antoine et au Rose Lab, on les a contactés pour les embarquer avec nous dans le projet. Et donc, on partait vraiment de ce besoin, du fait que les communautés, les citoyens et citoyennes, mais aussi des professionnels qui utilisent des espaces du fer, des espaces de fabrication citoyenne, viennent utiliser des équipements et viennent utiliser des équipements aussi qui nécessitent la connaissance de logiciels sans aucune formation préalable. Donc ça a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu de temps, enfin de perte de temps pour tout le monde. Il y a un enjeu aussi parfois pour les machines sur la sécurité, sur l'utilisation des bons matériaux, etc. Et il y a aussi un enjeu de coût, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des espaces dont le modèle économique n'est pas évident à la base, et que ce temps passé à utiliser, à expliquer les fondamentaux, les rudiments d'utilisation d'un logiciel et d'une machine est un temps qui est assez coûteux et qui ne permet pas de se concentrer sur l'essentiel, à savoir travailler plus rapidement dans le dur sur des projets de conception et de fabrication numérique. Donc, à partir de ce besoin, on s'est concerté, on a décidé de proposer une réponse et de se dire qu'on peut mettre à disposition de tout le monde, en open source, des ressources pédagogiques accessibles à tous, donc pour se former aux fondamentaux de la fabrication numérique, à la fois sur un volet logiciel et sur un volet machine. À travers cette réponse, il y avait aussi un deuxième enjeu qui était la création d'un outil commun, et donc de créer du commun, de créer vraiment de la documentation commune et de la mettre à disposition de tout le monde, et d'avoir un outil commun, une plateforme e-learning totalement open source, utilisable in fine par tous les espaces du fer et ouverte à leur contribution. Donc on peut y aller. Pardon.
On s'est concerté pour dessiner un petit peu la feuille de route. On a décidé ensemble de 8 parcours. D'abord 4 parcours logiciels qui sont vraiment des cours en ligne. On ne va pas jusqu'à la connaissance parfaite du logiciel, mais ce sont des cours en ligne totalement gratuits où on peut s'inscrire de façon totalement anonyme pour pouvoir les suivre. On s'est concentré sur 4 logiciels. 2 logiciels de conception 2D qui sont Inkscape et Illustrator, et de logiciels de conception 3D qui sont Fusion 360 et FreeCAD. Le but, c'est vraiment de créer un parcours de formation, des ressources pédagogiques, où on part vraiment de personnes qui n'auraient aucune connaissance du logiciel, aucune maîtrise du logiciel. Donc ça peut être, ça va d'un adolescent jusqu'à une personne en retraite, mais qui n'a jamais touché un de ces logiciels, et de pouvoir apprendre les fondamentaux pour arriver dans un espace du faire, ou en tout cas arriver devant une machine et devant un logiciel pour pouvoir assez rapidement être opérationnel. Équipe confondue. Et donc, j'entends du bruit, je sais pas. Antoine, je te laisse la parole pour la suite. Yes. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Je m'appelle, comme disait Raphaël, Antoine. Je suis maker. Je suis quelqu'un qui fabrique des objets par lui-même avec les autres à Toulouse et dans les réseaux, puisque j'adore faire ensemble et dans quasiment tous les réseaux, le RFF Lab, le réseau français des Fab Labs et Espaces du Fer, l'ANTL, l'Association nationale des tiers-lieux, et le GIP France Tiers-lieux. Donc on est sur la partie machine. Ce qui a été dit aussi par Raphaël pour faire la connexion avec les logiciels, c'est qu'on a toujours essayé de travailler open source et propriétaire. Donc on a à chaque fois favorisé un logiciel aussi open source pour qu'il puisse être le plus accessible possible. Sur la partie machine, on a beaucoup pivoté, réfléchi, parce que on a tous et toutes des machines différentes dans son lieu. On a tous quasiment le même principe, on fait des accréditations, des maîtrises machines pour accéder à la machine. Donc on a des ressources en commun et en même temps un équipement extrêmement différent. Donc ce qu'on a essayé de réfléchir, et on l'a fait avec plusieurs lieux, j'y reviendrai juste après, on a essayé de réfléchir à tout ce qu'il y avait autour des machines, la sécurité, comment on va faire le tri des déchets qui vont être produits, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines, où les trouver, vers quel logiciel elles peuvent être utilisées. Et voilà. Donc on a choisi pas mal de machines assez classiques, donc imprimante 3D, imprimante 3D résine, découpe laser, fraiseuse numérique, brodeuse numérique, traceur plotteur, et aussi imprimante 3D céramique, donc une imprimante 3D terre, qui est un peu la machine qui donne exemple de ce qu'on veut aller après, parce que c'est un contenu évolutif. C'est une première étape qu'on a mis en place. Il y a plein d'autres machines à mettre au catalogue de ces formations à distance. Et c'est toute l'idée. Si on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Donc ce qu'on a fait, ce que je vous disais, c'est qu'on a avancé par itération. Première étape, on s'est posé la question de quelle machine on allait voir. Déjà, on s'est dit qu'une machine, c'est quand même aussi une propriété d'un industriel. Donc c'est comment s'associer avec ces fabricants de machines, parce qu'on a été en train de développer des formations qui allaient se retrouver un peu partout en France de manière accessible auprès de tous et toutes. Donc, on s'est dit qu'il fallait être avec eux. Ça a été la première recherche. Donc, certains fabricants comme Prusa ont accepté de jouer le jeu, d'autres un peu moins. Donc, on a décidé de s'éloigner un peu plus des machines. La deuxième étape, c'était sur les jumeaux numériques. Donc, comment on reconstitue une version virtuelle de la machine. Sauf que c'est extrêmement compliqué et en plus, il faut un jumeau numérique par machine. Quand on prend par exemple une Prusa, la gamme Prusa, elle se redécompose en 6 imprimantes 3D différentes. Donc ça veut dire qu'il faut avoir 6 jumeaux numériques de la même machine et comme vous l'avez vu, on a 8 machines déjà au catalogue qu'on est en train de travailler. Donc un peu trop complexe et surtout un coût qui était assez important. Nous, on prenait en charge la production du premier jumeau, mais après, chaque lieu allait devoir payer sa licence. Et donc là, on rendait nos formations que nous voulions accessibles, on les rendait beaucoup moins accessibles tout d'un coup. Donc ça, c'était les premières itérations. Et après, on est arrivé en réfléchissant à se dire, déjà, il y a quelque chose qui nous manque, c'est tout ce qu'il y a autour des machines, ce que je vous présentais tout à l'heure. En deuxième étape, on s'est dit que si on voulait vraiment faire du commun, il fallait faire en commun. Et avec le défi NUM qu'on a pu avoir, ce qu'on a décidé, c'est d'aller contacter des lieux dans différentes régions pour faire ensemble et de produire
des communs ensemble. Donc ça nous a permis déjà en premier lieu d'avoir plus de créativité, plus de retours utilisateurs-utilisatrices, de faire émerger d'autres pistes de solutions. Et surtout, on a une solution qui répond déjà à différents besoins, qui est confirmée par différents lieux qui sont vraiment de partout en France, et de pouvoir aller bien plus loin qu'initialement quand on n'était que 2 lieux. Donc ces lieux sont la Manufacture Circulaire du Cotentin en Normandie, le 8 Fab Lab dans la Drôme, 3D Créationnés en Corse, le LOL, Laboratoire Organique de Lustar dans les Hautes-Pyrénées, le Rose Lab en Haute-Garonne, le Fab Lab Ben à Bordeaux, le Fab Lab Numix à Sarcelles et le Fab Lab des Trois Lapins à Luxeuil-les-Bains. Donc 8 lieux qui sont quand même assez emblématiques, qui sont dans différentes régions et qui permettent une appropriation aussi du futur logiciel et qui va tout de suite faire émerger la phase de déploiement de notre plateforme fabrication numérique. On est aussi sur une plateforme en marque blanche, et ça, c'était aussi important. On travaille sur les communs, sur l'open source, et on est parti sur un outil qui s'appelle Moodle, qui est très répandu dans les universités et dans différents usages. C'est un outil open source, et chaque lieu va pouvoir aussi reproposer cette formation-là, l'enrichir, l'adapter, faire du versionning, et nous renvoyer différents documents de formation. Donc, c'est vraiment un commun qu'on en redonne auprès de tous et toutes, qui va pouvoir densifier aussi la façon de transmettre dans les espaces du FAIR. Après, il reste toute la question de comment on peut aller plus loin. On a créé une première plateforme en marque blanche qui est co-construite. Maintenant, il y a aussi toute la gestion. Si on veut être encore plus poussé, on pourrait faire aussi une gestion de open badge. Donc, c'est-à-dire que chaque utilisateur, utilisatrice pourrait acquérir un système de certification par reconnaissance ouverte et donc circuler entre les différents lieux. Par contre, ça demande aussi une animation nationale. C'est aussi dupliquer selon les besoins, faire du développement, maintenir l'outil. Et c'est bien pour ça, la prochaine étape, c'est celle de voir comment on continue d'animer nationalement cet outil qui est ce commun de fabrication numérique. Et voilà, j'ai dit. Et à vous les questions. Je fais juste une toute petite précision par rapport aux cours. On a privilégié donc, sur les cours aujourd'hui, donc là je parle plutôt sur la partie logicielle, une approche par projet. C'est-à-dire que sur chaque cours, on a à chaque fois un exercice à faire, un fichier à télécharger. On n'est pas du tout sur des cours descendants avec quelqu'un face caméra qui explique. C'est vraiment plutôt des cours par projet. Et je parlais de gain de temps tout à l'heure. On est sur des cours qui nous permettent, nous, par exemple, chez Make-Ici, d'économiser quasiment 1 journée et demie, 2 jours de formation sur une personne qui est totalement débutante. Voilà, j'ai dit pour oui. votre présentation. Donc, il me semble que la première question qui a été posée par Stéphanie a été répondue donc avec la plateforme de Moodle pour les cours en ligne. On avait une deuxième question qui concernait les machines quels sont les arguments qui ont convaincu les fabricants, j'imagine, pour travailler avec vous. Ça te va, Raphaël, j'y réponds. Oui, vas-y, je t'en prie. Bon, déjà, on les a convaincus, pas totalement. Et il n'y a pas tout le monde qui a été convaincu. Donc déjà, il faut le dire. Ce qu'on porte quand même, c'est un changement du monde. Et je pèse mes mots. Déjà, on promeut l'open hardware. Tout comme nous, on promeut l'open source. On aimerait que nos machines puissent être plus facilement réparables, plus facilement partageables et qu'il y ait aussi un modèle économique qui soit vertueux. C'est pareil, en fait, dans un Fab Lab ou un espace du FAIR, quand on va proposer une machine, souvent, par exemple, pour des pros, ça va être internalisé. Donc, il y a quand même un circuit commercial. Donc, déjà, la première des choses, on s'est rapproché de fabricants de machines qui nous ressemblaient. Prusa, Mechanica, des fabricants qui sont déjà open source, qui ont déjà des valeurs sociales et environnementales fortes, qui produisent en majorité en Europe. Après, par contre, ce n'est pas tout le circuit. Par exemple, une découpe laser, il n'y en a plus qui est fabriquée en France. Donc, on s'est rapproché d'autres marques qui, pour la plupart, produisent en Chine. Et là, c'était bien plus compliqué. Nous, nos argumentaires, ils étaient simples. C'est que déjà, un espace du FAIR, c'est quoi? C'est quand même un catalyseur sur un territoire qui va permettre un rayonnement. Je prends l'exemple du Rose Lab. Alors, ce n'est pas tous les lieux qui ont autant de personnes qui passent, mais c'est 60 personnes par jour qui passent en termes professionnels pour fabriquer. Ces 60 personnes, on va leur transmettre des outils, ils vont être formés à des machines, créer des habitudes. Et donc, si je prends une découpe laser pour, je vais prendre l'exemple d'un de nos luthiers qui vient souvent. Sébastien vient, ça fait maintenant 3 ans qu'il utilise notre découpe laser. Au bout d'un moment, il a tellement de prod, donc il va internaliser la découpe laser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la même marque qu'il connaissait dans son lieu.
Donc, il y a un argument commercial qui est important. La deuxième chose, c'est que c'est l'open innovation, l'innovation sociale que nous, on propose. Et maintenant, les entreprises commencent quand même à avoir conscience que les choses doivent changer et assez rapidement. Donc, nous, c'est ce qu'on promeut. C'est un argumentaire autour d'une nouvelle appropriation, de la réparation. Ça permet aussi d'avoir des cas utilisateurs, utilisatrices directement dans l'objet. On va les questionner avant d'aller dans une plus grande phase. Et là, je reprends les mots de Bamboo Lab, qui est un autre fabricant de machines chinois. Lui, ce qu'il dit, c'est que les Fab Labs ne doivent pas être oubliés parce qu'il faut même les choyer. Parce que c'est là où, en fait, si on a une mauvaise image dans les Fab Labs et Espace du Fer, ça va être très dur après de convaincre sur d'autres communautés et ça va très vite sur le bruit. Je prends juste l'exemple aussi de Prusa. À un moment donné, ils nous ont oubliés. On a commencé à râler. Il y a eu une chute drastique, outre différentes problématiques technologiques chez Prusa. Et nous, on n'a pas défendu le fabricant. Donc ça, c'était le deuxième argument. Et le troisième, c'est celui aussi purement du principe de, il y a quand même, on va représenter non pas un lieu, pas deux lieux, mais c'est à minimum 600 Fab Labs qui sont en France. Si je prends la catégorie des espaces du fer, on est à plusieurs, au moins 1 millier de lieux en France. Donc il y a quand même un argumentaire commercial qui est derrière, et c'est comme ça qu'on a pu les convaincre, en tout cas certains, certaines. Je complète en disant qu'au final, c'est pas tant le fait que les fabricants n'aient pas été convaincus à la base, parce que je pense qu'avec le temps, beaucoup auraient été convaincus de l'argument d'avoir leur machine en tant qu'outil pédagogique, c'est quand même un sacré avantage. Mais ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'en fait, on s'est aussi rendu compte sur la partie vraiment modélisation de machines propriétaires que ça induisait des coûts. Et nous, notre idée, c'était d'avoir vraiment une plateforme qui soit la moins coûteuse possible. Et donc, j'enchaîne justement peut-être sur la deuxième question, sur le modèle économique. Aujourd'hui, ces formations sont totalement gratuites, elles sont en ligne, elles sont accessibles à tout le monde, avec une connexion anonyme. Aujourd'hui, on est accompagné, parce qu'il a fallu aller vite, on a passé pas mal de temps sur cette question des jumeaux numériques, des fabricants, parce que c'est assez long. Donc, quand on a décidé un petit peu de changer de notre fusil d'épaule, il a fallu aller assez vite. On a pris un prestataire qui nous a proposé un Moodle clé en main. Aujourd'hui, le coût, il est de 5 000 € par an pour la maintenance. Donc, c'est le coût. Voilà, tout le reste, une fois que c'est en ligne, ça ne bouge pas. Donc, il y a deux solutions. C'est soit continuer à trouver ce montant pour pouvoir faire en sorte que ça se pérennise, ou avoir quelqu'un, une solution, un lab qui est capable de prendre Moodle à son compte, et puisque en fait Moodle pourrait ne rien coûter, mais là on est passé par quelqu'un qui savait déjà utiliser l'outil et l'avait déjà implémenté sur son serveur, quoi. Voilà. Et après, merci pour compléter sur le modèle Ecos, on a encore quelques secondes ou pas? Oui, bien sûr, c'est juste qu'on a une question après de Norbert, mais je vous laisse finir votre réponse, ne vous en faites pas. Ouais, super, merci beaucoup. Sur la question du modèle éco, après, c'est que déjà, le modèle éco, ça va venir mutualiser au sein d'un espace du fer qui ne va pas faire son déploiement. Ça fait longtemps, en fait, dans les réseaux qu'on demande à avoir des outils mutualisés pour transmettre et faire de la formation en commun. Donc là, ça arrive clé en main. C'est-à-dire, moi, je prends mon exemple du Rose Lab. D'un coup, il y a un outil qui arrive que je peux intégrer dans mes process et mieux faire ma façon de transmettre dans le lieu. Donc, j'ai un gain qui est assez énorme. J'ai une nouvelle offre de service qui apparaît. Donc, le gain pour lui, il est là. En plus, c'est un contenu qui va se nourrir. Sur la deuxième question, on est quand même sur le modèle économique des communs. Chaque lieu va pouvoir enrichir le contenu commun. Et en plus, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Ça va dépendre aussi du degré de mutualisation qu'on veut. Si on va aller sur des open badges, sur un certificat, et c'est là où il faudrait aller, là, il va falloir après avoir d'autres soutiens, d'autres modèles éco qu'on peut mener. Donc là, ce serait plutôt avec les principes de l'organisme de formation. Après, pour le reste, on est quand même sur une somme qui n'est pas si énorme que ça. Il suffit de se repartager les coûts. Il suffit qu'un réseau le prenne à charge et ça passe très bien. Par contre, l'autre point, c'est qu'il y a une partie du modèle éco, autant sur les privés, sur les salariés, ça, on va pouvoir le faire assez facilement. Il y a une autre partie, on est sur un public d'inclusion, un public éloigné de l'emploi. Et donc là, c'est bien plus compliqué. On ne pourra pas faire de la facturation et on rejoint la question qui est bien connue de toutes parts, que recevoir des personnes qui sont en demande d'emploi, il n'y a pas de modèle éco et je pense qu'il n'y en aura jamais. Et donc là, c'est un soutien public qu'il faut et qu'il faut continuer à renforcer. Surtout dans les solutions qu'on propose. Et de là, on a un autre argumentaire, c'est que, par exemple, pour le ministère du Travail, c'est ou les régions qui ont la compétence, c'est qu'en continuant à soutenir ce que nous, on peut porter, il y a quand même une économie d'échelle qui est assez énorme.
Et c'est ça qu'on a pu proposer. Et en soutenant par exemple Orphée, on va soutenir tout un tas de lieux de partout en France avec un coût qui est moins élevé. Moi, j'ai dit. Merci beaucoup. Je vois que M. Norbert avait la main levée depuis un petit moment. Je vous laisse poser votre question. Oui, Norbert du Fab Lab des Trois Lapins. Bon, c'est moins une question qu'un appui. Salut Antoine. Le grand bonheur d'avoir été embarqué dans ce projet Orphée avec Antoine. Donc, je peux que plus soyer tout ce qui est dit là. La richesse, on l'a créée ensemble. Le modèle économique, vite fait, pour tous les labs qui participent, c'est un grand bonheur parce qu'on a du contenu à proposer à nos adhérents et aux entreprises qui sont sur le coin. Donc, c'est de l'économie d'une certaine manière. Et juste deux petits points sur les open badges. C'est effectivement quelque chose d'absolument indispensable à intégrer. Et donc, le projet que nous, on porte pour DefiNov s'appelle DefiLab. Les deux points essentiels de ce projet-là, c'est déjà la constitution d'un réseau de reconnaissance ouverte, c'est-à-dire d'un système d'open badge qui est au niveau régional, qui va être présenté au niveau national au mois de juin, qui s'appelle Open Job. Donc, reconnaissance ouverte par Open Badge au service de l'employabilité et qui est là complètement intégré dans les nouveaux modèles de formation qu'on met. Donc, ce modèle est mobilisable, distribuable bien évidemment, open source et gratuit. Donc, ça, on peut le mobiliser sur tous les organismes de formation et tous les projets. Et puis, le deuxième point, c'est aussi sur cet outil que Orphée met en place à base de Moodle. C'est aussi un projet qu'on travaille parallèlement pour la mise en place des formations sur nos territoires ruraux et complètement isolés, parce que c'est pareil, on a des problèmes de mobilité. Vous avez un Pékin à droite, deux paysans à gauche et trois jeunes à l'autre bout du département qui veulent faire une formation, et on est obligé de passer par du distanciel. Donc nous, on a choisi de monter nos propres serveurs et on est en train de le mettre en place pour justement éliminer ce coût et pouvoir le partager. Le Moodle qu'on fait sera aussi ouvert et partageable gratuitement à tous les partenaires. Donc, c'est vraiment des modèles qu'il faut qu'on arrive à déterminer. Là, je rejoins complètement. Il y a un modèle économique de la formation et c'est très bien. Il y a aussi toute une frange de public qu'on ne touchera jamais sur un modèle économique. Et on ne peut pas en vouloir à des grosses boîtes de formation de ne pas avoir les moyens de venir faire des formations point par point sur des territoires isolés. Et il faut qu'on trouve une solution par les labs du FAIR, par l'open source et par ce qu'on est en train de développer. Merci beaucoup. Il y avait la question dans le chat de Stéphane Latino. Est-ce que vous pouvez partager les cours que vous avez sur certaines machines? Alors, c'est très simple. Donc là, on a pris quand même le temps de développer tout ça avec Raphaël. Ça fait un long moment qu'on travaille sur le projet. Je ne sais plus, c'est 2 ans ou 2 ans et demi qu'on travaille dessus. Et le tout va être dévoilé. On avait fait le lancement de la phase commune au Fair Festival de l'année dernière. Et là, cette année, c'est à nouveau. Là, on dévoile la plateforme et on la déploie au Fair Festival, donc qui est la grande rencontre nationale de la fabrication qui a lieu à Toulouse, la plus belle ville de France, du 22 au 24 mai. Le moment de présentation avec tous les acteurs et actrices, ça sera de 14h à 15h le premier jour, le jeudi 22 mai. Soyez nombreux, nombreuses, parce que ça va être assez ouf. Merci beaucoup, ça donne envie. On avait une question de Marc Picardi. C'est l'articulation entre les open badges et le LMS Moodle. Comment vous faites ça? Est-ce que c'est articulé? Est-ce que c'est indépendant? Et parce que vous avez dit que les open badges étaient reliés aux formations, ce qui est tout à fait pertinent, évidemment. Et du coup, comment vous l'articulez avec le Moodle? Alors, c'est pas encore le cas Ok. aujourd'hui. C'est justement une idée. En fait, aujourd'hui, c'est une sorte de POC. L'idée, c'est d'avoir une base, en tout cas, d'avoir déjà choisi Moodle comme outil open source pour avoir une base, de mettre des cours en ligne pour que chacun puisse aussi les récupérer, les prendre. Là, par exemple, on se voit avec le Fab Lab des Trois Lapins jeudi pour aussi que je leur montre un petit peu comment j'utilise Moodle et comment s'en servir. Donc, il y a des enjeux techniques, en effet, sur le moyen long terme, de savoir comment intégrer d'autres solutions, comment relier ça avec des open badges. Et c'est des choses qui vont se construire avec le temps. Là, je pense que l'objectif qu'on avait, c'est surtout de montrer que c'était possible, de se dire qu'on était capable de faire quelque chose ensemble et que ça pouvait
être utile. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution pour relier les open badges à Moodle, mais je pense que ça doit être assez faisable. Eh ben, je vais te spoiler malheureusement, mais si, il y a on peut relier directement les open badges dans Moodle, il y a un module qui permet de le faire. Bah voilà. Et ça se met directement. Ok. Parfait. Sur les grades des formations, vous passez par ça? Pardon? Vous le reliez sur les grades des formations, Oui, c'est comment relié vous faites? directement aux formations et au C'est ça. contenu. Il y a des open badges qui sont en fonction de l'avancement du cours, des open badges qui sont distribués soit sur le cours, soit sur le ça. fonctionnement global. Il y a deux niveaux d'open badge. Ouais, non, mais c'est super. Ok, merci. Et je complète juste sur la principale question, elle n'est pas technique, de comment on relie les outils. En plus, c'est de l'open source. Dans tous les cas, au pire des cas, on pourrait développer. Ça n'y est pas, mais il y a bien en effet des solutions. La question, c'est comment on crée du commun et comment on va animer après les utilisateurs et utilisatrices. C'est pas rien après, et comme question de confiance et de reconnaissance ouverte. Ça veut dire que un membre de chez Norbert se fait former à l'imprimante résine. Tout d'un coup, cette même personne, vu qu'on a le même système, peut venir fabriquer à Méquissy, à Issy-Montreuil, ou au Rose Lab. Et donc là, c'est surtout ce commun-là, cette animation de communauté, cette confiance qu'il faut créer et qu'il faut avoir. Et en fait, le temps et l'énergie, elle est plutôt donnée sur cette animation-là, à la fois qu'on va retrouver aussi numériquement, parce qu'il faut pouvoir aussi alimenter les fiches, etc., et aussi et surtout sur la communauté de réseau et de comment on arrive à faire ensemble. Et d'ailleurs, c'est un des points techniques sur Moodle aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, donc c'est l'utilisation des cours, elle est anonyme, sans connexion. Donc il y a bien des cours et des tests à la fin de chaque cours, mais c'est des tests d'auto-évaluation. Et donc parce qu'il y aura un enjeu, c'est qu'à un moment donné, si on se met à avoir vraiment un suivi avec inscription des stagiaires, un seul, en tout cas la personne qui gère la maintenance du Moodle ne pourra pas tout gérer. Donc il y a aussi des enjeux des questions qui vont se poser sur la question de l'animation de la communauté à travers Moodle. Je réagis juste sur le propos d'Antoine, sur la confiance. C'est ça qui va être essentiel dans toutes les dimensions de reconnaissance ouverte qu'on va porter. Et le projet qu'on a monté, OpenJob, qui a déjà été dans le cadre du PRIC, qui est maintenant soutenu dans le cadre de Definov, est lancé en collaboration, en consortium avec le Hub numérique de Bourgogne-Franche-Comté et avec le rectorat et Bravo BFC qui est le collectif de reconnaissance ouverte Bourgogne-Franche-Comté. Et le but, c'est vraiment ça, et c'est ce à quoi il faut qu'on arrive, c'est un réseau de confiance qui fait que nos badges, nos formations qui vont être déployées en open source et en libre dans les espaces du FAIR vont être reconnus à la fois par France Travail, par les entreprises, par les organismes de formation. Et là où pêchent les open badges pour l'instant, c'est sur cette confiance-là. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires pour ce projet-là? Ok, ça a l'air d'aller. Je vous remercie en tout cas pour cette intervention. C'était très riche et super intéressant. Ce qu'on souhaiterait vous proposer avec France Tiers-Lieux, ce serait de pouvoir visiter certains tiers-lieux dans vos différentes régions. Pour ce faire, je vais vous transmettre assez rapidement un mail avec, dans un premier temps, un questionnaire de satisfaction par rapport à cet événement pour savoir un peu ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez prendre contact avec d'autres lauréats, ainsi qu'une liste des différents tiers-lieux qui nous a été proposée par France Tiers-Lieux, que vous allez pouvoir contacter et potentiellement organiser des visites. On serait super intéressé de savoir si certaines visites sont organisées et si vous avez réussi à créer des liens entre vous. Donc, je vous laisse mon mail pour me contacter et pour faire tout ça. Donc, moi, dans les jours à venir, on fera parvenir tout ça. Je ne sais pas si du côté SGPI ou du ministère, vous souhaitez peut-être rajouter un petit mot de clôture. Nous, de notre côté, en tout cas, on est très contents d'avoir pu organiser tout ça et satisfait des différentes interventions et de toutes vos questions et de votre engouement. Merci Nathan, merci à tous
pour cet e-café que j'ai trouvé effectivement très riche et on voit combien le mot de commun, de mutualisation et en tout cas notre envie de créer des ponts entre ces deux appels à projets était pertinent. Donc je vous invite effectivement autant que possible à entrer en contact les uns avec les autres parce qu'on s'aperçoit que tout seul on avance bien, mais à plusieurs on va encore plus loin. Donc voilà, donc je vous encourage en tout cas à vraiment créer ces alliances qui vont faire avancer vos projets encore plus vite. Et ravie donc d'avoir pu organiser cet e-café et merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux à répondre positivement à cet appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.